Hello les potes, j'espère que vous m'entendez bien. Captain, tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Parfait. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Un Bah petit coup de écoute, vert aujourd'hui sur le marché? ouais, pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce En que effet, en je effet. vois que là, ça bouge déjà pas mal. Donc voilà, en plus de ça, on est arrivé sur une grosse zone en daily. Donc on va surveiller tout ça. Très content de t'avoir sur le stream et puis même de streamer ça aussi sur ta chaîne. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Depuis le temps qu'on parle, qu'on discute, qu'on fait des choses, qu'on se voit, etc. Faire un petit live comme ça, je pense que ça va être bien sympa, surtout que les gens n'ont pas forcément l'occasion d'avoir des visions et des biais qui se confrontent. Alors Qu'est-ce- déjà, la première chose que je veux faire, je le fais souvent, du coup avec les personnes avec qui je travaille, ou avec qui, voilà, je parle de trading. Déjà, je tiens à féliciter toute l'audience. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir d'être avec, les plus déterminés. Parce que pour être honnête, on va dire ceux qui sont encore là aujourd'hui, c'est les DTR. Ça, c'est clair et net. De toute façon, voilà, maintenant, on a éliminé une grosse partie des mains faciles, des gens qui étaient là pour l'easy money. Et on va dire que ça fait quand même maintenant voilà, un bon paquet de temps que c'est plus si facile que ça. Et donc, voilà. Et donc, respect à tous ceux qui sont là aujourd'hui, peu importe voilà, combien de temps vous êtes là, le niveau, etc. Voilà, ça prouve la détermination et c'est ça qui fait extrêmement plaisir, en fait. Voilà, de partager finalement avec ceux qui sont vraiment là. Et voilà. Et bravo à toi aussi, hein, d'ailleurs, hein, si tu es encore là aujourd'hui, c'est bon signe. On Voilà, c'est tout. essaye. C'est que on apprend, chaque erreur, c'est de l'apprentissage. Voilà, chaque bêtise, c'est une façon de grandir. Donc voilà, on est encore là et ça fait plaisir. Mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, de notre côté, si on est encore là, c'est qu'on est quand même pas mal motivé et qu'on croit quand même à ce marché-là. Comme tu disais, c'est un petit peu la facilité d'abandonner ce marché, surtout dans ces conditions-là. On a surtout envie d'abandonner ce marché quand il est rouge et de s'y réintéresser quand il est vert. Mais en général, quand il est bien vert et que tout va bien, etc., c'est le moment où bah, c'est pas forcément qu'on a enfin, on s'expose pas forcément à des risques énormes, mais c'est là où on a quand même manqué une bonne partie du cycle. Et c'est des moments qui sont un peu chiants parce que ça veut dire que vous avez loupé des bonnes entrées sur le cycle. Et au final, en tout cas, moi, historiquement, c'est ce qui m'a permis de bien performer sur mes invests. Et puis même quand on retourne sur des phases qui sont très vertes, on retourne sur des phases qui sont assez volatiles, donc on retourne sur des phases qui sont assez agréables à trader. Donc voilà, félicitations comme tu disais à tous ceux qui sont encore là. Et puis voilà, je pense que comme tu disais, c'est vraiment un bon signe si nous on est encore là. Moi personnellement, je suis passionné par ce marché. Donc je pense que globalement, peu importe ce qui se passe, je resterai impliqué ici. À part si il y a des changements fondamentaux sur les cryptos qui font que c'est un énorme scam et que Bitcoin tombe, qu'il n'y a plus aucune confiance et que, je sais pas, il y a une autre innovation technologique, peut-être qu'on sera sur un autre marché. Mais pour l'instant, j'en démords pas et j'y crois dur comme fer. Hein. Sinon, personnellement, j'y passerai pas autant de temps. Je pense que c'est plutôt simple comme raisonnement. Donc voilà. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont contents de nous voir tous les deux. Bah écoute, enfin moi ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que je sais que je regarde de temps en temps un petit peu tes vidéos pour avoir tes biais. Question de curiosité enfin j'ai pas mal regardé aussi ce que tu faisais parce que tu travailles d'une manière assez différente de la mienne je trouve. Alors peut-être que on se rejoint sur pas mal d'éléments, en tout cas sur des entrées qui sont similaires, etc., mais j'ai l'impression qu'on prend pas exactement les mêmes trades ou en tout cas pas pour les mêmes raisons. Et surtout, tu regardes des choses qui sont différentes de moi. Je pense notamment à tout ce qui est options. Moi, options, les options, je m'y suis intéressé. Je digue, mais doucement, mais sûrement. J'avoue qu'avec tout ce que je fais, même à côté du trading et de mes invests, c'est compliqué d'être ultra curieux et de passer énormément de temps sur des nouvelles notions ou de nouveaux concepts ou nouveaux produits à trader. Mais voilà, je respecte énormément parce que c'est un truc que je maîtrise pas. Et des gens dans cet écosystème qui maîtrisent des choses que je ne connais pas, sans me jeter des fleurs, il y en a pas énormément dans un sens, parce que voilà, ça commence à faire longtemps qu'on est là, donc en général, on n'a pas trop de surprises, mais voilà, gros respect pour ça, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, encore une fois, très content de t'avoir. Pour ceux qui nous rejoignent,
On vous a concocté un beau petit programme. On a notamment, comme j'expliquais dans mon tweet, eh bien pensé à parler macro. Je sais que Captain est encore plus à fond que moi sur la macro, donc ça va être l'occasion d'en parler. On va confronter un petit peu nos visions sur la vue hebdomadaire et mensuelle de BTC, Ethereum et peut-être d'autres cryptos, si ça fait sens au moment où on parle. Et puis, ce sera aussi l'occasion de parler de cette nouvelle méta autour des alts où, en fait, il y a quelques exceptions sur le marché, où, en fait, on a des cryptos qui s'envolent parce qu'il y a peu de volatilité. Du coup, tout le monde se concentre sur celle-ci. Et derrière, on se retrouve aussi avec des fundings qui sont en général ultra élevés ou ultra Démesuré. négatifs dans un sens. Ouais, ouais. C'est ça, C'est parce dégénéré. que pour plusieurs raisons, on parlera après, mais je pense que c'est aussi le fait que il y a des gens, je pense, qui ne croient plus en ce marché-là et qui shortent le premier truc venu, et en général, ça, enfin, ça les règle avant qu'on dump, si jamais on doit dump. Ouais, Et non, il puis, y a on parle, un ouais. effet boule de neige là sur ces choses-là. Je pense que c'est un tout en fait voilà, qui fait en fait cet effet sur ces coins là qui explosent. Enfin, j'ai ma théorie dessus, on en parlera tout à l'heure, je pense. Enfin, un début de théorie, on va dire. Bon, on essaiera en tout cas de donner nos points de vue sur ça, parce qu'on n'a pas la vérité absolue, mais je pense qu'on peut au moins donner nos retours d'expérience et prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et on finira évidemment sur tout ce qui est option contra move, parce que voilà, comme j'expliquais, c'est des notions qu'on traite moins sur ma chaîne et que toi tu traites très régulièrement et qui font partie intégrante de ton trading et ta manière d'opérer sur les marchés. Donc ce sera évidemment l'occasion d'en parler. Euh, Peut-être avant de commencer, toi, qu'est-ce que tu fais en fait sur le marché en ce moment? Qu'est-ce que tu trades? Comment tu trades? Est-ce que tu te focuses sur le trading, sur l'investissement? Quels sont un petit peu, voilà, quel est ton quotidien en soi d'un point de vue spéculateur et investisseur? Alors en fait, en tant qu'investisseur, pour le coup, bah, forcément, c'est un aspect que je travaille, mais pour le moment, c'est pas vrai, enfin, c'est pas un aspect qui m'est chronophage en soi. Pourquoi? Parce que finalement, j'attends les bons moments pour me placer, enfin, pour l'instant, il y en a je trouve, enfin, en tout cas, en tant Mmh. qu'investisseur, j'ai pas trouvé, d'énormes moments pour me placer. Donc voilà, de mon côté, voilà, l'investissement, ça représente, bah, les cryptos, chercher des points d'entrée, mais personnellement, pour l'instant, je j'ai pas mes points d'entrée investissement. Donc je suis toujours, on va dire, avec les bags, existants que j'ai toujours eu. Donc du coup, voilà, moi, la partie investissement, c'est pas vraiment celle qui me prend du temps. En tout cas, c'est pas celle voilà, qui me coûte le plus en termes de temps. Comme tu disais tout à l'heure, la difficulté, en fait, c'est d'arriver à tout faire. Donc d'arriver, voilà, à voir la communauté, trader, apprendre de nouvelles choses. Donc en fait, mon temps est tout à fait partagé en fait entre le trading et maintenant aussi l'apprentissage de nouveaux marchés. C'est-à-dire que maintenant, je me suis mis, on va dire, de plein fouet sur les marchés traditionnels. Donc plein de nouvelles choses à connaître, plein de nouvelles choses à prendre. Donc j'ai des stratégies qui sont assez similaires, on va dire. Donc là-dessus, au moins, ma connaissance du marché. Donc comme je disais, voilà, énormément de temps à apprendre des nouvelles choses, peaufiner mes stratégies, adapter mes stratégies maintenant au marché traditionnel. Et voilà, toujours apprendre des nouvelles choses en fait. C'est comme ça que je partage mon temps. Et d'ailleurs, bah, et avec du sport, en essayant de faire du sport, d'avoir voilà, de promener le chien, etc. Donc du coup, voilà, Avoir ça la bonne fait mentale, quoi. Parce qu'en vrai, ouais. la psychologie, c'est indispensable. Enfin, Mmh. enfin, tu peux être un, entre guillemets, entre grands guillemets, un bon trader dans le sens où tu peux avoir de l'expérience, tu peux être technique, tu peux avoir des bons setups, etc. Mais si psychologiquement tu tiens pas ou que tu vas mal, tu vas peut-être forcer des trades, forcer des setups, prendre plus de risques et faire des erreurs bêtement en fait. Et je Bah, pense qu'au 100%. final, c'est l'expérience aussi dans un sens qui nous aide par rapport à ça. C'est-à-dire que en vrai avec le trading, tu apprends à te connaître. Et vu que tu apprends à te connaître, tu sais ce qui marche et ce qui marche pas tout simplement avec toi. Et ça te permet tout simplement d'éviter des erreurs bêtes au final. Moi-même, j'ai fait des erreurs bêtes pendant longtemps. Le plus important, c'est de les prendre en compte et de les corriger et d'éviter de les répéter. Parce que si tu fais des erreurs et que tu les répètes, à ce moment-là, tu peux pas espérer progresser, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. De toute façon,
Enfin, même avec du niveau, on n'est pas exempt de faire des bêtises, hein. Je veux dire, ça arrive à tout moment, on perd le mindset, on a plusieurs erreurs d'affilée. Voilà, tout genre de choses, ça fait que on n'est pas exclu de faire des erreurs aussi. La seule chose, c'est que ça nous coûte moins cher qu'au début, peut-être. Ouais. Et tu disais que en ce moment, tu n'avais pas forcément eu les entrées que tu voulais. Est-ce que tu es exposé au marché et tu cherches à renforcer, ou est-ce que tu n'es pas, enfin, pas par exemple, pas assez exposé comme tu le souhaiterais au crypto? Et qu'est-ce qui pourrait faire que tu aurais justement les entrées dont tu parles? Écoute, pour l'instant, je me sens confortable dans mon exposition en soi. Voilà, je pense pas être. Enfin, je veux dire, j'ai jamais peur, ou pour l'instant, j'ai pas peur de ne pas être exposé, en tout cas. C'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Et du coup, je sais que l'investissement, c'est un jeu de patience. Donc là-dessus, je suis patient. Ça me dérange pas du tout. Et sur les entrées, sur des entrées, j'attends vraiment des moments de purge complet. Je voyais des niveaux sur Solana, par exemple, ou des coins, voilà, des coins mainstream un petit peu. Je me dis qu'on a encore un petit peu on peut aller chercher plus bas. Alors, je suis prêt à rentrer plus tard dans la force, hein. Ça me dérange pas du tout, en fait. C'est-à-dire que soit je rentre dans l'agonie au niveau de l'investissement, soit je rentre dans la force, en fait. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, je pense Tu que mets je m'en plus de sortirai. priorité de ton côté, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je préfère rentrer dans le cas où vraiment, voilà, les gens, enfin la majorité, où des gens vomissent leur position, leur coin, etc. Donc ce qu'on appelle une capitulation, ce qu'on n'a pas, enfin, ou en tout cas pour l'instant, ce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment eu. Mmh, Enfin, après, ça se discute, hein, encore une fois, on est là pour ouais, bien confronter nos sûr. opinions, mais Tu j'estime veux en une tout mèche cas, des enfers, c'est ça que tu veux voilà, dire? c'est ça. Je veux vraiment le coup, voilà, un petit peu comme on avait eu avec FTX à l'époque, ou voilà, ce genre de comportement où derrière vraiment ça vend tout ce qu'il y a, quoi. Mmh, mmh, Et mmh. J'ai l'impression que le sentiment, il est repassé assez positif rapidement depuis ce début d'année dans un sens, et que là tout le monde est, enfin tout le monde se fait chier et tout le monde essaye d'être patient d'une manière ou d'une autre, mais en fait là je commence à quand même avoir des gens douter du fait qu'il y a un prochain cycle. Ça c'est vraiment ce que je retiens en regardant un petit peu les commentaires que je peux avoir sur Twitter, sur YouTube. Il commence à y avoir pas mal de gens qui ne croient pas à un prochain cycle. Et ça, c'est un petit peu symptomatique de ce que j'ai vécu en 2019-2020, notamment sur Ethereum. Personne pensait que Ethereum allait se relever, alors c'était plus tôt, donc on avait moins de conviction sur Ethereum. Euh, je sais pas si à ce moment-là on doutait du fait que BTC était en capacité de se relever ou pas. Je pense qu'il fait ça aussi, c'est que Bitcoin est quand même pas mal capitalisé. Alors c'est toujours tout petit par rapport à d'autres actifs, d'autres matières premières, etc. Je pense notamment à l'or. Mais moi, le doute, je le vois principalement en ce moment sur les alts. Et puis en règle générale, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire qu'il y aura un prochain cycle. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de 2025, 2026, 2027. Donc je sais pas. Et puis en même temps, d'un autre côté, t'as quand même beaucoup de youtubeurs qui disent voilà comment je vais faire mon x100, etc. Je pensais que YouTube allait un peu plus capituler. Au final, ça capitule pas tant que ça. Et je me demande qu'est-ce qu'il faudrait pour que les youtubeurs capitulent. Je pense que, enfin, quand je dis enfin, youtubeur, je parle créateur de contenu, etc. Je pense qu'il faudrait vraiment un bear market encore un peu plus long, qui fait qu'il y a encore moins de sponsors et que ces gens-là soient pas payés et qui donc soient plus en capacité de se dire je fais du contenu à 100%. Je sais pas ce que tu en penses un petit peu de cette situation un petit peu actuellement dans le cycle, même de la psychologie, de l'état d'esprit des gens qui te suivent. alors je pense qu'on a quand même pas mal nettoyé déjà, entre guillemets, ouais, je pense on s'est occupé d'une bonne partie déjà d'inutilité. Alors, comme tu dis, il reste pas mal de survivants encore, ce qui est plutôt signal qu'il y a encore pas mal d'espoir, etc. Je pense aussi que on est encore dans une phase où il reste plus grand monde qui y croit ou qui croit pas au prochain cycle, ce qui est très bien. Ça c'est
des ingrédients propices, on va dire, à un retour en fait d'un jour ou l'autre du marché. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me fait penser qu'un jour on l'aura. Le retour, c'est voilà, moins il y a de monde qui y croit, mieux c'est. Je pense qu'on pourrait être dans une phase transitoire comme on l'a eu en janvier, par exemple, où pour moi, ça a été mon meilleur mois de ma carrière de trader. Et ça s'est joué sur un laps de temps en fait super court. Donc moi, si on a un mois comme le mois de janvier à nouveau, j'en suis ravi. Ça me suffit largement Tu veux pour que le prix être. bouge? Voilà, c'est ça. Et non, mais en janvier, on a ce qui était assez incroyable et vraiment agréable, c'est qu'en fait, les gens n'y croyaient pas, quoi. Le prix faisait que monter sur certains actifs. Hein, le OP, par exemple, je me rappelle, ça a été un de mes plus gros gagnants. Ou un des coins que j'ai le plus tradé. Il est quand même passé de 90 centimes à presque 3 dollars ultra vite. Enfin, voilà, on a eu des grosses expansions comme ça sur des altcoins et on a eu comme un quartier libre pendant au moins 2 mois. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que sur mes vidéos YouTube, littéralement, les gens me bâchaient en fait quand je disais voilà, et je pense qu'on est sur un achat intéressant pour Ethereum, machin. Et, Ed Bull, à ce moment-là, c'était compliqué publiquement, je me souviens. et du coup, en fait, pour moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une autre période comme celle-ci, hein, comme on a eu en janvier, comme on a eu aussi en juin. On a eu ouais, c'était, je crois, juin, si je me trompe pas. Enfin, voilà, des petites brèches comme ça, courtes, mais intenses, où derrière, le prix bougeait. Et voilà, donc c'était pas le retour de l'investissement, mais c'était le retour du trading agréable. Et donc, voilà, je pense qu'on peut en être là aussi. Mais bien qu'on en soit là, ça implique pas forcément un retour de la folie ou un retour du bull run. Après, encore une fois, vraiment. Moi, j'ai un contre-argument quand même à ça. Alors, dis-moi. On a eu quand même un des plus gros exchanges qui a fait faillite. On a eu Terra Luna, on a rect plein de VC. Pour avoir parlé avec des market makers, avec la chute de Terra Luna et de FTX, on a rect quand même beaucoup de gros acteurs. Et je me demande si la capitulation, cette fois-ci, comparée au cycle d'avant, elle vient pas plus de la capitulation de gros acteurs par rapport à la capitulation des particuliers. Parce que des market makers ou des VC qui avaient des fonds chez FTX, ou même qui essayaient de se positionner sur Terra Luna, il y en a eu beaucoup et ça a tellement chuté rapidement qu'ils se sont fait absolument tuer, quoi. Et ça, on l'a pas eu au précédent cycle. Et je me dis, quel cataclysme ou quel événement pourrait nous amener à avoir une capitulation, enfin une capitulation plus forte ou en tout cas une baisse plus forte. Alors, je pense pas qu'on a nécessairement besoin d'événements plus importants pour pousser le prix en dessous du bottom actuel autour des 15-16 000 dollars. Mais je me dis que, tu vois, enfin, on a quand même sorti même des personnes qui ne voulaient pas vendre malgré elles, en fait, d'une certaine manière. Donc ça, pour moi, c'est assez inédit, quoi. Ouais, bah écoute, franchement, je te l'accorde. Vraiment, c'est sûr qu'on a déjà éliminé beaucoup de poisons. Ça, c'est évident. On a éliminé, voilà, on a nettoyé une grosse partie de ce qui allait pas. Ça, c'est clair. Peut-être qu'on n'est pas encore à l'abri, hein, finalement, d'avoir d'autres nettoyages. Mais je pense finalement qu'il y a toujours en fait un événement qu'on ne calcule pas, qu'on ne connaît pas, donc le fameux Black Swan de Nicolas Taleb, hein, peu importe, mais il peut toujours y avoir un élément euh, incontrôlé, inattendu, qui fait que derrière, à un moment donné, des gens vont se poser la question de se dire, ok, j'ai investi 1000 euros, il me reste 55 euros. Je veux récupérer mes 55 euros parce que je sens que, voilà, que ça va aller à zéro. Et, et ça, je ne sais pas si on l'a eu dans la majorité, ou en tout cas, je pense qu'il y a encore. Enfin, moi, je fais le bilan autour de moi, par exemple, de gens qui ont peu d'expérience dans la crypto, etc., qui me demandent toujours alors qu'est-ce que je fais avec mes coins et tout. Et ça veut dire que ces gens-là, ils ont encore leurs coins. Donc, Mais peut-être que la capitalisation, elle vient des alts, hein, parce que quand tu regardes un Elrond ou même plein de cryptos qui sont... Là, on parle de francophonie pour le coup, parce que quoi qu'on en dise, Elrond, enfin Multiversix,
surdéveloppé en francophonie, et puis j'en ai jamais entendu parler en anglophonie, plus ou moins. Mais en soi, je me dis peut-être que la capitulation, elle peut venir des ALT d'une certaine manière, parce que là, on a un BTC qui est, bon, il n'est pas à x2, mais quasiment à x2 du bottom, et tu as des ALT qui sont bien plus bas que le lot du 1er janvier ou de fin 2022, tu vois. Et je me demande, bon, c'est toujours être optimiste. Et évidemment, la capitulation, elle peut, enfin, la souffrance ne vient jamais du fait que le prix monte, hein, quoi qu'on en dise. Mais je me dis que on a quand même ultra rect chez les alts, et que c'est peut-être les gens qui sont sur ces alts là qui sont en train de lâcher, quoi. Donc, si tu devais mettre une pièce sur un Black Swan Event, d'ailleurs, tu t'en mettrais une sur quoi? C'est-à-dire sur la cause d'un Black Swan? Ouais. Ouais, alors là, je pense que je m'aventurerai pas là-dedans. Soyons dramatiques. Je m'aventure pas là-dedans pour la simple et bonne raison que si vraiment j'ai une théorie, ça veut dire que c'est pas vraiment un Black Swan. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait de Covid, etc., qu'on allait nous confiner, etc., c'est imprévisible, c'est ça que tu veux voilà, dire. c'est que personne au monde aurait pu penser qu'un jour on aurait été capable de nous laisser à la maison sans voyager, sans rien faire, etc. Donc c'est dans Est-ce ce que tu genre penses que ça viendrait de la macro ou que ça viendrait de l'écosystème, toi? Au moins, si tu devais faire ce choix-là. Ouais, alors ça c'est une bonne question. C'est sûr que un souci dans l'écosystème pourrait évidemment engendrer ce genre d'effet. Mais je serais pas contre finalement dire que ça serait un souci plutôt macro qui ferait ça en fait. Ou qui pourrait éventuellement donner donner cette sensation que tout va s'arrêter et que comme à chaque fois ça reprend en fait. Je pense que ça nous fait une belle transition pour parler macro. Est-ce que tu serais chaud qu'on partage un petit peu ton écran et que toi, tu nous donnes un peu cette vue d'ensemble macro de où est-ce qu'on en est dans l'économie, où est-ce qu'on en est au niveau des politiques des banques centrales, etc. Je sais que tu es plus calé que moi à ce sujet-là. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai des modestes connaissances en macro. Hein, je veux vraiment pas me donner des skills que j'ai pas. Je m'y intéresse fort. C'est tellement de notions, tellement de choses. Et c'est-à-dire que même aujourd'hui, les macroéconomistes sont 100% largués avec ce qui se passe. En fait, on est dans des tournures économiques qu'on n'a jamais eues précédemment. Donc en fait, finalement, tous ceux qui pensent savoir ne savent pas grand-chose. Donc moi inclus. Donc maintenant, je vais parler un petit peu des différents articles que j'ai lus, de différentes théories que j'ai lues, et expliquer pourquoi finalement peut-être que la tournure qu'on est en train de prendre, on va dire malgré la hausse des taux d'intérêt, est intéressante pour le marché des actifs risques, hein, donc actions, indices, or, malheureusement aussi probablement matières premières, et pourquoi pas inclure les cryptos dedans. Et en fait, ça partirait du principe que bien qu'on ait encore des hausses de taux d'intérêt et bien que derrière on continue d'avoir une politique restrictive, et bien finalement dans le prochain semestre, en tout cas dans le prochain trimestre, c'est possible que derrière, en fait, on continue d'avoir des actifs risques favorables ou qui continuent d'évoluer à la hausse, malgré que beaucoup n'en aient pas forcément, n'y croient pas, par exemple. Donc malgré les taux, donc, c'est ça que tu voulais voilà, dire. malgré les taux, malgré la tournure économique un petit peu qu'on a. Parce qu'en fait, finalement, j'avais lu donc un article sur le fait que derrière, actuellement, en fait, ce qui fait que qu'il y a moins d'argent dans l'économie, c'est entre autres par rapport au fait qu'on a des obligations d'État qui sont excessivement rentables, qui payent très, très, très bien. Et donc, forcément, les gens qui ont des fonds, ils préfèrent, entre guillemets, léguer leur argent à des obligations d'État ou à des obligations safe, à un rendement qui est plutôt agréable, plutôt que de le mettre ailleurs. Sauf que finalement, en fait, on est en train de voir que actuellement, il y a, on va dire, une métrique qui est un petit peu plus subtile
que juste les taux d'intérêt, et ça serait de soustraire les taux d'intérêt avec le PIB. Et dans ces cas-là, finalement, on se rendrait compte que malgré les taux d'intérêt juteux, eh bien, on serait quand même en négatif. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, on va dire, les mains intelligentes ou la smart money ou voilà, les gens qui ont des capitaux, derrière, ils obtiendraient un meilleur rendement en investissant dans les Dans actifs l'économie. risques. Voilà. Ouais. Donc, c'est une théorie. Et encore une fois, voilà, j'ai encore voilà, peu de grosses connaissances dans le domaine pour pousser fort sur la recherche. Mais je trouvais que c'était une théorie intéressante. Et c'est une théorie qui expliquerait pourquoi, en fait, tout le deuxième trimestre, ou le troisième, Le pardon, S&P a pump voilà, et les valeurs S&P, technologiques aussi. voilà, ça a explosé. Ça a explosé, et ça a explosé en solo, hein, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de gens qui s'y attendaient et qui étaient dans le move. Hein. Si on devait traduire ça dans des mots peut-être un peu plus simples, ce que tu veux dire, c'est que là, actuellement, on a des taux qui sont élevés. Et donc, en gros, prêter ton argent à l'État américain, ça te rapporte probablement 5%. Mais que 5%, ça ne surperforme pas peut-être le fait d'investir soi-même dans l'économie ou dans des actions, aka des actifs risqués, comme on appelle. Ici, notamment des actions d'entreprise. Et potentiellement dans des cryptos à terme, quoi. En gros, ouais. En gros, pour simplifier les choses, on pourrait se dire que finalement, bien que les taux d'intérêt soient alléchants pour ceux qui prêtent, il y a des chances que finalement, il y a les gens obtiennent un meilleur rendement sur la spéculation ou sur l'investissement. Donc, derrière, ça boosterait, entre guillemets, tous les actifs risques, ou ça pourrait rebooster les actifs risques malgré, on va dire, la politique monétaire restrictive. Mais ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, on n'a aucune preuve, mais c'est ce que les actifs risqués nous montrent d'une manière en ce moment. Tout à fait. En fait, c'est ça. Hein, c'est que derrière, voilà, moi, je pars toujours de ce principe-là. J'adore les économistes qui font des théories sur le passé, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment réagit le prix dans le présent. Et donc, voilà, depuis des mois, malgré la politique restrictive, on a pris sur l'indice Nasdaq, on a pris quand même un bon rendement. Alors, où est-ce que c'est le début, on va dire, de la hausse? Voilà, on va dire que le bottom, on peut le définir à décembre. Voilà, on a quand même pris 50% sur le Nasdaq et on est ultra proche de l'ATH. Donc moi, dans ma théorie ou dans ma thèse, et ça sera bien de voir si j'ai raison, et on remettra le live en place à ce moment-là. Je pense qu'on va faire un nouvel ATH sur le Nasdaq. Voilà, je pense que c'est possible. Alors évidemment, zéro prédiction dans le sens, voilà, mettez tout votre argent, mais si je devais dessiner une théorie ou si je devais dessiner un scénario, une hypothèse, moi je dirais un nouvel ATH sur le Nasdaq. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment pas le truc auquel on pourrait s'attendre en fait. C'est pas le plus improbable. Voilà, c'est pas le scénario le plus attendu. J'ai pas entendu beaucoup de gens parler de ça. Donc déjà, c'est par rapport à ça que ça m'intéresse. Juste sur le graphique, j'ai montré du coup en orange les taux américains à 1 an, en noir le S&P et en bleu le Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est que certes, à partir du moment où on a commencé à avoir des hausses des taux, c'était un petit peu le moment où la musique s'est arrêtée et tout le monde rentrait chez soi. Mais que, en fait, au bout d'un certain moment, malgré les hausses de taux qui continuent, déjà elles sont moins fortes qu'avant. Ça se voit graphiquement. En tout cas sur ce que l'État américain nous paye, ça augmente moins fortement que en début 2022 ou en 2022 tout court. Et puis on voit que concrètement le S&P est pas loin de faire un ATH. Et en fait j'ai l'impression que, si on devait comparer ça aux cryptos, pour moi le S&P il a un niveau qui correspond environ aux 50 000 $ sur BTC, quoi. Et pourtant, les cryptos sont toujours à la traîne et on est à 27 000 $. Donc, qu'est-ce qui, pour toi, explique ce fait que les cryptos sont en retard ? Moi, mon raisonnement actuel, c'est que, en fait, les cryptos, c'est les actifs les plus risqués. Et donc, en fait, quand tu es dans une grosse phase de doute où tu n'as pas envie de prendre du risque, en fait, tu prêtes ton argent à l'État américain qui te paye. Et puis, quand tu as peut-être un peu plus confiance,
tu mets ça dans les actions, et quand tu as beaucoup de confiance, à ce moment-là, tu mets de l'argent dans les cryptos, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu le chemin habituel des investisseurs. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, là, je pense que je te rejoins pas mal dessus. Je pense bien que finalement, en fait, là, il y a des priorités dans le flux monétaire et que, peut-être que s'il y a des profits démentiels qui seront faits, sur le SP ou sur le Nasdaq et cetera, dans ces cas-là, implicitement, on aura les autres actifs risques crypto, qui gonfleront aussi. Ça, je pense que c'est une possibilité. Mais voilà, ça va être de toute façon, ça va être, voilà, on est en fait dans une phase de doute énorme et c'est en fait ce qui, permet d'avoir les meilleurs coups de surprise, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme tu disais précédemment, la baisse, voilà, c'est tout le monde s'y attend. La hausse, un peu moins. Donc c'est aussi ce qui peut être motivant pour la suite. Mais, voilà, faut de toute façon, j'aime bien le dire, hein, mais laisser le prix parler. Déjà voir si on arrive vraiment à faire un nouveau sommet ici, sur le SP500, sur le Nasdaq. Pour l'instant, ça a une bonne gueule, hein, on va pas se mentir. Si on regarde le graphique, voilà, il a Ouais, c'est pas le truc, enfin, c'est pas le pire actif que j'ai vu jusqu'à ouais, maintenant, enfin, quoi. Enfin, on est quasiment sur le point de faire un nouvel ATH. Alors, on n'y est pas encore, et c'est une belle localisation pour les vendeurs pour se positionner, parce que vu qu'on n'est pas loin d'un ATH, si jamais on est amené à ne pas faire un ATH, c'est vraiment une belle zone où se placer. Donc, on est un peu dans cette phase et dans cette localisation où bah ceux qui ont des vraies convictions vendeuses ont un intérêt à se placer. Et je me dis que si ces gens-là, on les bouscule un peu et qu'on fait un nouvel ATH et qu'on les surprend, euh, voilà. Après, je fais toujours gaffe au fait qu'on fasse un nouvel ATH et puis que derrière on réintègre et que ce soit ah juste ouais, un ça piège, quoi. c'est ce qu'il y a de Ça, pire, ça. c'est le classique, et ce Mmh. serait terrible. Ce serait un peu comme ce qu'on a vu sur BTC, où en fait sur BTC, on a fait, alors juste cacher ça, mais ouais, sur BTC, en gros, on avait fait notre high au 60K, et puis derrière, on a dépassé au 69, et puis derrière, on est repassé en dessous. Derrière, on s'est fait démolir, quoi. Ouais. Donc ouais. Et d'un point de vue macro, qu'est-ce que toi tu regardes? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent de surveiller au quotidien? Est-ce que c'est les politiques monétaires des banques centrales? Est-ce que c'est ouais, donc les taux? Est-ce que c'est concrètement le S&P, donc les indices américains, les indices peut-être de d'autres continents, enfin d'autres pays? Qu'est-ce que toi tu surveilles au quotidien d'un point de vue macro pour te faire un petit peu une idée de l'économie dans laquelle on est, tout Alors en simplement? fait, en macro, je pense qu'on va dire voilà, les piliers à surveiller, c'est toujours les taux d'intérêt, à savoir les taux d'intérêt 10 ans, 30 ans, donc c'est ce qu'on appelle les plus long termes, et après on a les taux d'intérêt, court terme, et en fait finalement c'est, actuellement la problématique qui réside, c'est qu'on a des taux d'intérêt court terme qui payent mieux que les longs termes, et ça généralement c'est ce qui fait que, voilà, normalement, on parle dans ce genre de cas de récession. Sauf qu'en fait, c'est un cas de figure qu'on est en train d'avoir depuis longtemps. Et pour l'instant, il se passe toujours rien. Et en fait, tout le monde s'attend au pire. Et encore une fois, hein, je me dis que le pire peut arriver. Hein. C'est pas que je l'exclus. Mais le problème, c'est comme si un peu tout le monde s'attend au pire. Ce qui fait que derrière, en fait, voilà, je pense qu'il faut avoir un œil toujours un petit peu, voilà, bien affûté sur ce qui se passe sur les taux. Sur l'euro-dollar, par exemple, c'est aussi une valeur à surveiller, sur le DXY, et aussi ce qui se passe un peu sur les matières premières. Parce que, par exemple, on a eu un énorme rallye sur le pétrole. Et donc, du coup, on a quand même pris 30% depuis le mois de juin, 35 même, hein, si je regarde le graphique. Et ça, forcément, c'est un indicateur qui aura un impact tôt ou tard sur le prix de tout, hein, en soi, je veux dire. Et ça, c'est toujours un effet à retardement. Donc forcément, voilà, quand on voit le WTI qui augmente et qui prend autant, derrière, on peut être sûr que l'inflation, ou en tout cas que la hausse des prix va revenir. Et donc ça, Parce que tu, forcément.
Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'on a une mondialisation et que globalement tous les produits qu'on consomme, ils sont transportés et notamment via des transports qui consomment du pétrole et même globalement même pour produire En fait, tout, ces c'est simple. produits-là, on a besoin de pétrole, quoi. C'est tout. En fait, tout dépend du pétrole, quasiment, hein. Donc, derrière, je pense qu'il y a toujours un effet, voilà, à retardement, en fait. C'est d'abord ce prix-là qui augmente et derrière, au prochain trimestre ou autre, on verra aussi de l'augmentation. Donc ça aussi, ça pourra jouer un rôle important aussi sur ce que vont faire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur politique monétaire. Derrière, ça probablement, ça voudra dire que peut-être qu'il faut continuer dans les mois prochains à spéculer pour les gens qui traitent sur les matières premières. Voilà, ce genre de choses, c'est des éléments qu'il faut surveiller de près. Et en fait, ce qui est intéressant en macro, c'est que en fait, on a souvent des signaux avant-coureurs. Et par exemple, tu le disais tout à l'heure très justement, que quand on a commencé à voir les taux qui haussaient, les taux d'intérêt, donc C'est la fin des haricots. ouais, c'était là le 23 juin. Le 23 juin, si on regarde, c'était le bottom sur les taux d'intérêt qui est à 50%, hein, 0,50. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a eu le premier vrai retournement sur les cryptos, etc. Alors, on a eu une jambe supplémentaire, mais c'est vraiment à partir de ce moment où on a eu un vrai changement radical sur les taux que, en fait, finalement, le marché a transitionné petit à petit vers ce qu'on pourrait appeler un marché baissier. Et ça, par exemple, c'est un signal macro qu'on a si on observe ce genre de métriques et si on est au courant. Voilà. Comment t'expliques que, par exemple, les taux à 1 an payent plus que les taux à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans, en tout cas, sur Bah, les bons du Trésor américain, quoi. en fait, c'est simple, hein, du coup, c'est fait justement pour qu'on favorise finalement les capitaux à court terme. Donc, forcément, vu que ils bloquent, on va dire, ces taux, on va dire avec leurs limites qu'ils imposent et leur hausse à chaque fois, ça fait que derrière, euh, on a ces intérêts court terme qui sont attractifs. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de crypto? Allons-y, allez, c'est notre domaine de prédilection, c'est là qu'on s'est forgé, donc allons-y. Je partage ton écran actuellement, donc on verra si tu as un problème de son et si c'est lié à ça. Je pense pas, mais croisons les doigts. Quelle est un petit peu ta vue hebdo mensuelle sur BTC? Est-ce que si on va à certains prix, t'achèteras dans tous les cas, que ce soit à la hausse ou à la baisse? Et qu'est-ce qui te ferait dire, ok, bear market terminé? Alors en fait, moi, vue hebdo sur le Bitcoin pour l'instant, elle est de range. Bas de range, j'achète. Haut de range, j'aviserai, mais normalement, je revendrai. Faut savoir qu'en fait, depuis des mois, on est au même endroit. Donc en fait, c'est du trading pur de range, hein, sur le Bitcoin. Il reste fort. Je trouve que je suis assez impressionné par sa résilience. Actuellement, c'est un stablecoin, le truc, hein. Personne ne l'aurait pensé un jour, mais On peut dire ça, mais le S&P, il est proche de faire un ATH, donc est-ce qu'il est si résilient que ça? alors, il est résilient en tout cas dans sa façon de tenir un prix raisonnable. Parce que bon, c'est sûr, si on a acheté à 60K ou à 70K ou à 68K, bon, ça fait pas cher. Mais des gens qui ont connu comme nous le Bitcoin à 1000 $, 2, 3, 4000 $ ou quand il a commencé à partir à 10 000, ça reste, on va dire, une valeur honorable. Euh, donc, je pense qu'il n'est pas forcément la priorité, peut-être actuellement, mais en tout cas, il est. C'est la priorité des cryptos. Non, je veux dire en général que c'est pas la Oui, oui. priorité et aussi potentiellement, on pourrait se dire aussi que voilà que le prix actuellement, il est fait de telle sorte qu'il tient parce que on a quand même un Bitcoin à 27 000 $ et une dominance à quasi 50%. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir que 50% de la market cap elle est actuellement dans le Bitcoin. Donc en gros, actuellement, voilà, il reste fort et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, c'est pas rien, c'est pas rien comme signal. En tout cas, moi, je trouve ça encourageant.
Et qu'est-ce qui te ferait changer d'avis sur la faiblesse de ce marché d'une certaine manière? Parce que, quoi qu'on en dise, dès qu'il y a des mauvaises nouvelles, elles sont quand même relativement vendues, quoi. Et quand on a des bonnes news, elles sont pas nécessairement très achetées. En fait, là, je pense qu'on a clairement un marché, voilà, qui est là pour, en fait, absorber l'argent de la majorité, en fait. C'est-à-dire que, à part faire du trading de range, attraper la liquidité d'un côté, de l'autre, mais finalement sans rien faire de plus, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Donc en fait, on a un marché quasiment neutre, qui n'a, pour but pour l'instant voilà, que d'absorber une grosse partie des capitaux, de ceux qui sont restants. Donc qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Bah, je pense déjà pour les altcoins, ça serait de voir une vraie tendance baissière sur la dominance. Parce que là, actuellement, voilà, on a quand même toujours un Bitcoin à 50%. Globalement, Heu, c'est ETH-BTC qui pète son range par le haut, quoi. voilà et surtout dominance et market cap en fait et market cap, hors Bitcoin, ou même avec Bitcoin. Là, le fameux total 1, 2, 3, les 3 différents totals. Tant qu'ils seront, on va dire, dans leur valeur actuelle et qu'il y a pas de nouvel argent, bah, on sera toujours dans le range, hein. Ça, pour moi, C'est un peu ce que je montrais sur Twitter. Merde. La dernière fois, je vais juste passer sur mon écran rapidement. mmh Alors hop, normalement on voit bien. Et ce qu'on voit en fait tout simplement d'un point de vue stable. Ok, j'avais pas la même idée de ce graphe là. Ah oui, ok. Non, ok. Je pensais pas qu'on avait une capitalisation de l'USDT et de l'USDC qui était aussi importante. J'allais dire que moi, ce que j'attendais, c'est qu'on ait à nouveau de l'impression sur les stables. Moi, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'USDC qui perd des parts de marché et l'USDT qui reprend ses parts de marché, mais qui n'a pas forcément de véritables nouveaux entrants via les stables. Tu vois. Moi, pour moi, c'est déjà un premier élément qui va nous permettre de savoir si on est véritablement prêt pour un bull, ou en tout cas qu'on a les conditions pour rentrer en bull. Un autre point qui me semble assez important personnellement, c'est tout simplement le fait que on ait des news positives et qu'elles soient achetées. Et qu'on ait des news négatives qui n'affectent pas le prix. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur le précédent cycle. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous en souvenez, mais ici on avait un énorme flux sur BitMEX. Hein. Ou je sais plus, c'était ici, quelque part par là. On avait énormément de flux sur BitMEX, qui était à l'époque un acteur qui était vraiment dominant. Je sais pas si on peut véritablement le comparer à un Binance d'aujourd'hui, parce que c'était quand même que des dérivés. Mais peu importe la news négative qu'on avait, le prix était acheté. Et lorsqu'on avait des news positives, on pumpait largement. Je pense qu'à partir du moment où je verrai des news qui sont fondamentalement mauvaises pour le marché et que ça n'affectera plus le prix, c'est le moment où on aura un shift et qu'on aura globalement sorti toutes les personnes qu'on voulait sortir. Parce qu'au final, les personnes qui vendent sur ces news, c'est soit des gens qui veulent dérisquer, soit des mains faibles. Ou est-ce qu'on peut considérer les gens qui veulent dérisquer comme des mains faibles? Je sais pas. Mais moi, c'est vraiment la sensation que ça me donne. Donc, plus d'impressions stables, des news négatives qui sont systématiquement achetées et qui ont un vrai impact. Solana qui fait un partenariat avec le Visa, bon, en bull market, comme j'expliquais sur Twitter, hein, je pense qu'on n'aurait pas eu exactement la même chose. Je pense qu'on aurait une belle bougie verte de 25%. Et un autre facteur, je pense, qui pourrait être assez important, c'est si jamais le prix donne davantage, qu'on fait un higher low et que derrière on arrive à casser tout simplement les 30 000 $ sur BTC, ou ici les 850 milliards de capitalisation entre BTC et Ethereum, en fait, on aurait tout simplement le droit à une sorte de W mensuel. Et ça, historiquement, c'est des structures de marché qui sont très très bulles. On a déjà eu un W weekly ici, qui est une structure de retournement relativement long terme, ou en tout cas moyen terme. On a vu que ça avait eu déjà cet effet ici. Je pense que toi, c'est ça que tu cherches, c'est que, en gros, on a notre W, comme ici, et que on aille plus ou moins le retester sur une mèche, quoi. Le problème pour moi, par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui l'attendent, et ça nous ferait refaire exactement ce qu'on a fait au précédent marché,
Or, ce cycle-là nous a montré qu'on n'a pas fait la même chose et qu'on a piégé pas mal de gens. Mais en même temps, tu vois, le fait qu'on ait ce graphe-là, pour moi, ce graphe, il est un peu merdique. Enfin, j'ai du mal à nous voir partir comme ça tout droit, mais je me dis pas que c'est non plus impossible. Donc, en soi, un W mensuel et une cassure des 30K sur BTC, ce serait un premier bon signal, même si à 36 000 $, quoi qu'on en dise, on a une grosse zone au mensuel. Cette zone au mensuel sur BTC et Ethereum, elle se traduit par ce niveau ici, qui, lorsqu'il a été cassé, nous a amené à une accélération à la baisse. Donc ça, pour moi, c'est une grosse zone à casser. Et donc, l'impression des stables, des news et achetés. Et donc là, on aurait, je pense, un feu d'artifice. Et puis, idéalement, si on a la macro qui s'aligne, je pense que ce sera le cas. Ce serait cool. Il y a beaucoup de gens qui parlent des ETF qui seraient acceptés et puis de halving. Je pense évidemment que c'est des faits qui sont assez importants, mais c'est plus ou moins des choses qui sont actées. C'est-à-dire que la halving, elle arrivera tôt ou tard. On sait plus ou moins même quand elle va arriver. Et puis les ETF, je les vois mal, les ETF spot pour le coup, je les vois mal refusés indéfiniment. Enfin, je pense qu'ils vont être, que la SEC va jouer la montre, mais que tôt ou tard ils seront acceptés. C'est peut-être une opinion dominante, c'est peut-être que j'ai pas assez de recul sur ça, mais c'est vraiment la sensation quand même que ça me donne par rapport aux décisions des tribunaux américains et de la dynamique que le marché a là-bas. Donc voilà. Et puis je pense que toi, ce que tu cherches sur les alts, c'est ça, hein, parce que là, du coup, ce que je te montre, c'est alors hop, c'est plutôt ça que je voulais te montrer. Ça, c'est les alts, donc la capitalisation des alts, moins l'USDC, moins l'USDT, moins le DAI. Et tu vois qu'on est quand même à 80% de retracement. Je pense qu'on cherche tous une sorte d'excès baissier avec justement un prix qui se fait retester plusieurs fois sur un support. On le lâche et ensuite on le reprend. C'est un peu le scénario qu'on a eu sur BTC en début d'année. Si on regarde bien, je vais quand même enlever tous ces niveaux. Hop, avec un niveau qui tient, on le casse, on n'arrive pas à pousser plus bas et on récupère ce niveau ici en tant que support et on considère ça comme une déviation. Donc ça, c'est soit un W mensuel weekly comme ça, soit tout simplement une déviation en dessous après un excès baissier. Je pense que ça pourrait être vraiment des signaux assez encourageants. Est-ce que toi, tu as peut-être d'autres choses en tête Non, clairement, c'est le genre de pattern que j'aime voir. Ça, c'est accumulation classique, week-off, on va dire, avec la prise de liquidité, la petite capitulation et la réintégration. Et par exemple, hein, honnêtement, je veux dire, si on arrive, et pour l'instant, on a du chemin, mais c'est vrai que si on arrive à franchir, par exemple, les 32K, là déjà, on aura peut-être un début de tendance. Alors peut-être pas un bull run, mais on aura quelque chose. Le niveau il est évident, quoi. Voilà. Donc on peut, en tout cas dans ma tête, je peux me fixer, ou en tout cas voilà dans ma Regarde tête. à quel point le niveau est clean, c'est aberrant. Dans ma tête, on peut partir du principe que c'est un pivot et si on arrive à trader au-dessus, on peut se rejoindre au prochain niveau, au prochain range du dessus. Et en plus, c'est vrai que maintenant, voilà, si on y retourne, et pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien la tête du BTC actuellement. J'aime bien comment ça rebondit. J'aime bien ce qu'il est en train de dessiner pour l'instant. En tout cas, ça n'a pas une sale gueule pour l'instant. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais on peut se fixer comme barrière. Voilà, ok, on voit ça, on voit les 32K et on se dit voilà, on franchit les 32K. Dans ces cas-là, je traite le Bitcoin comme un actif en tendance et pourquoi pas, je lance un swing, etc. Là, dans ma tête, je suis toujours. Je pense que ça peut servir de biais bull, tu vois. Je pense que le fait qu'on casse les 31-32, ça peut nous permettre de passer dans un biais qui est vraiment optimiste. Et tu vois, par le passé, quand on était autour des 15, moi je visais les 28 et les 36, parce que les 36 c'était un niveau assez majeur. Les 36 restent un niveau majeur, mais personnellement, plus on passe de temps sous les 32, ou les 30, ou peu importe, plus je me dis que le moment où on repassera au-dessus, les 36, on les explosera. Pour moi, plus on passe de temps sous les 30 sans casser ce bottom-là, ou globalement peu importe, hein, plus on passe de temps sous ce niveau-là, plus lorsqu'on ira le casser, pour moi, la cassure sera violente, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Et puis, au bout d'un moment, il va y avoir des timings qui vont s'aligner. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que tout le monde dit oui, il faut des narratifs pour que les gens achètent. C'est une réalité.
mais j'ai tendance à croire que les narratives, elles se construisent avec le prix. C'est-à-dire que si le prix monte, je pense que des gens inventeront des raisons pour qu'on en achète. Est-ce que c'est des projets qui gardent leurs news depuis très longtemps et qui commenceront à les publier en chaîne? Est-ce que c'est peut-être des gens ou des gros fonds qui attendent avant de se positionner? Est-ce que c'est les médias qui en reparleront? Je sais pas, mais je sais que en dehors du fondamental, le fait que le prix monte, même si le fondamental peut avoir évidemment un impact sur le fait que le prix monte, le fait que le prix monte, ça construit en fait des narratives qui donnent confiance aux investisseurs et qui donnent plus de conviction en fait aux gens tout simplement. Bah 100%, mais faut savoir que finalement, les narratives, elles suivent l'argent, hein. C'est-à-dire que ou les gens suivent l'argent, le flux. C'est-à-dire que si les gens, ils voient que ça hausse, bah là, ils ont envie d'acheter. Enfin voilà, faut pas se voiler la face, c'est le prix qui engendre l'intérêt. La narrative, on va dire, c'est un bonus, c'est un supplément. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont, et d'ailleurs les plus grosses performances crypto, elles se sont faites avec pas grand-chose comme narrative, hein. Donc je pense que voilà, là-dessus, faut regarder le prix, et le prix parle. Voilà, il faut le laisser parler, laisser, voilà, essayer de faire en sorte qu'il nous biaise pas le prix et réagir et de préparer. Par exemple, comme on a dit à l'instant, on passe au-delà des 32K allègrement. Bah là, dans ces cas-là, on réfléchit différemment. Et dans ces cas-là, c'est comme ça que dans ma tête, j'aurais peut-être un autre mindset, etc. Est-ce que tu as la même conviction sur... Désolé de te couper. Est-ce que tu as la même conviction sur Ethereum que sur BTC? Enfin, je suppose que pour toi, ils sont corrélés et que dans tous les cas, ils suivront, mais est-ce que tu as une conviction qui est aussi forte que sur BTC sur Ethereum? Bah 100%, ouais, je pense que c'est les deux pionniers. Je pense qu'il y a de la place pour les deux, il y aura de la place pour les deux. Ils auront leur moment de gloire à un moment donné. Selon moi, ça me paraît évident. Le flippening, là, la market cap d'Ethereum dépasser Bitcoin, etc. Voilà, c'est quelque chose qui avait été évoqué, je crois, lors du précédent bull market. Tout ça, je pense que c'est tout à fait possible, hein. Moi, je pense que ça arrivera honnêtement. Voilà, moi aussi. En fait, dans ma tête, j'exclus rien. En fait, j'essaye d'être le plus neutre possible et de jamais exclure, en fait, ou de dire non, ça, c'est pas possible. Parce que en fait, c'est la plus grosse des conneries. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que voilà, on est toujours surpris par ce qui peut se passer et du coup, essayer d'avoir un avis à la con, ça sert à rien, quoi. Donc, vaut mieux se laisser la porte ouverte à tout cas de figure et donc comme on vient de dire, je pense que c'est tout à fait possible, hein, qu'un jour, pourquoi pas, la market cap d'Ethereum dépasse celle du Bitcoin. Je sais que tu organises un petit event fin du mois. Peut-être que tu veux en parler ou Alors présenter. avec ouais, grand plaisir. Alors du coup, ça sera à Paris, donc toute personne, hein, qui est proche de Paris, même dans le reste de la France, hein, peut faire le déplacement. Et en fait, du coup, avec Captain Trading, donc toute la team, je vous mets le petit flyer ici dans mon partage d'écran. On organise une grosse conf. Donc en fait, ça va avoir lieu toute la journée. On déjeunera sur place. Il y aura un apéro après la conf, hein, donc on se fera plaisir aussi après. Mais ça sera assez studieux comme conf, dans le sens où on va quand même voir pas mal de thématiques, des thématiques qui sont ultra importantes cette année. Donc, on va vous parler voilà, de matières premières, indices et forex. Donc, on va parler un petit peu de la stratégie Captain Trading, comment passer de la crypto à ces matières. On va parler d'order flow footprint, voilà, qui est un élément que j'utilise de plus en plus dans mon trading. Il y aura du coup un membre de l'équipe qui est passionné par Fibonacci, qui va nous parler voilà, de sa façon peu répandue d'utiliser Fibonacci. On va parler options, hein, tout à l'heure on en a parlé brièvement. Ça sera une thématique aussi, donc on va voir en fait comment profiter du range avec les spreads options. Et on aura aussi un invité de Marc. Je ne sais pas si tu as entendu parler ou tu connais CryptoQuant. Je vais l'interviewer, je parle depuis 1 an et demi. Voilà, super gars, voilà, c'est une grosse tête. Et lui va nous expliquer un petit peu sa façon de construire
sa façon de construire un portefeuille, voilà, qu'on appelle la théorie moderne de portefeuille, où en fait c'est une façon en fait voilà de pondérer tes investissements pour faire face aux aléas des marchés volatiles. Donc voilà, c'est que des thématiques neuves, des trucs où on n'a jamais vraiment parlé sur la chaîne et sur lequel avec l'équipe on construit depuis un moment, hein. C'est important de construire et de savoir de quoi on parle. Et enfin, on va dire, on va pouvoir mettre ça voilà, en lumière et du coup, voilà, c'est l'occasion de se rencontrer aussi pour, comme je disais, hein, tous les combattants qu'on a actuellement qui sont encore là sur les marchés. C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même milieu. C'est un milieu solitaire, le trading. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion de se rencontrer, de montrer qu'on est là. Et fait important que je rappelle, 50% du prix de la place seront remboursés en cashback. C'est-à-dire que toute personne qui paye la place, elle aura 100 € de crédit du coup disponible. Voilà. Et autre point important aussi pour tous les viewers ce soir, on a mis en place un code promo de moins 20% pour tous ceux qui voient le live, hein. Donc du coup, je vous donne le code. Alors le code, c'est que je dise pas de bêtises. Donc ça sera moins 20% avec le code. Donc juste dispo, hein, pour ce soir, hein. Donc Picsou et Captain avec le petit et de le symbole. Picsou et Captain, Ok. moins 20% sur la place. Je l'ai Donc, écrit dans mon chat. Je pense que c'est le bon. je pense que c'est ça, ouais, tout à fait. Et je vous remets le lien de la conf si jamais ça vous intéresse dans le chat. Donc Normalement, voilà. vous avez tout sur cette page, hein, a priori, hein. J'ai pris la première page venue, mais je suppose que c'est celle-là. Ouais, c'est Comment celle-là, s'y ouais, c'est prendre. celle-là, ouais, c'est ça, la présentation là. Voilà. Donc, en espérant vous voir, hein, en espérant voir voilà, des membres de la communauté, des membres de la communauté Picsou. Donc, Picsou, malheureusement, peut pas venir. Ça aurait été ravi de l'avoir, mais voilà, il peut pas venir, malheureusement, il peut pas faire le déplacement ce week-end-là. Mais Ça aurait voilà. été un plaisir, hein, surtout que tu as participé à la conférence que j'avais organisée avec Coin Academy il y a maintenant 1 an et demi, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça s'est pas vite, hein. Et franchement, mec, ça m'a fait extrêmement plaisir que tu viennes pour intervenir et tout, surtout que tu avais fait un truc vraiment sympa. Donc, et en plus que tu avais eu le culot de te montrer alors que historiquement tu te montres pas Ouais, c'est forcément. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était un geste assez marquant, tu vois. Moi personnellement, je pensais pas que t'allais venir, donc ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et bah écoute, des conférences trading et enfin qui parlent de ce genre de sujet et surtout organisées par aussi des gens dans la crypto, il y en a pas 10 000. C'est clair. Je te fais entièrement confiance pour faire un truc pertinent et Bah écoute, j'espère, je sais que ça le sera. Ouais, j'espère. Enfin, Écoute, te hein, connaissant, je pense ouais. que ce sera vraiment bien. Non, je pense que ça sera sympa. En tout cas, voilà, on va avoir des nouvelles choses. Et de toute façon, moi, ce qui m'intéresse ou un de mes objectifs, toujours le même, c'est que voilà, mes auditeurs ou les gens qui m'écoutent apprennent des choses. Voilà, je sais que je donnerai jamais de recettes miracles, etc. Mais en tout cas, je sais que je peux éveiller la curiosité, je peux envoyer les gens dans des directions. Et derrière, ces directions peuvent permettre voilà, de découvrir des nouvelles choses, etc. De toute façon, c'est un peu comme ça le trading. C'est-à-dire que tu vois un mec qui fait un truc, tu t'y intéresses, tu te dis, ah ouais, pourquoi pas, je vais faire ça. Et après, en fait, tu adaptes un petit peu à ce que tu connais déjà. Et c'est toujours dans cette approche-là que de partager et mettre les gens dans la bonne direction. Encore une fois, tu le sais, Picsou, qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, quoi qu'il arrive, c'est du travail, c'est de la persévérance. Mais déjà, avoir des bons guides, avoir des bonnes, des personnes fiables qu'écouter, c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà un bon début. clairement. Et le fait de voir des gens, je pense, en parler, c'est assez motivant. À chaque fois, je reviens assez boosté des conférences que je fais, enfin, en tout cas, auxquelles je participe. Donc, voir des gens qui font la même chose que nous, à savoir du trading ou même de l'investissement, c'est rare. Quoi qu'on en dise, c'est rare. Des gens qui trade les cryptos de manière active et de manière sérieuse, c'est quasiment inexistant. Enfin, les probabilités que vous rencontrez ce genre de personnes est vraiment très faible. Pour le coup, moi, étant à Malte, quand quelqu'un vient me parler de trading, en général, j'ai un biais assez négatif parce que c'est tellement rare
que je préfère avoir un biais où je vais être où je peux être agréablement surpris que de me faire des illusions, parce que des gens qui sont sérieux, il y en a très peu. Ouais, c'est clair, 100%. Tu voulais peut-être parler des alts et des aberrations de marché, comme on en avait parlé, et même des fundings, parce qu'on voit des choses assez ouf ouais, en ce moment. Parler funding. Alors, j'ai montré ton écran si jamais. Ouais, bah j'ai mis là sur CoinAnalyze, le meilleur ami pour. Je crois qu'on voit que ton écran TradingView par contre. Ah mince, alors attends. Du coup, peut-être que c'est le réglage que j'ai mis. Alors attends. Je pense qu'il y a moins que tu partages que ton onglet, c'est pour ça que. Je pense que c'est ça. Du coup, alors fenêtre. Voilà, normalement c'est tout. Ah ouais, c'est tout l'écran, c'est ça. Ok, donc voilà, là on a. Je peux montrer ? Ouais, vas-y. On a notre meilleur ami du coup pour parler funding, donc c'est coinanalyze.net. J'ai un autre meilleur ami. Vas-y, ouais, le nouveau, le vélo data, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mal aussi, je peux, je t'envoie le lien. En tout cas, je le mettrai dans le chat pour ceux que ça intéresse. Sincèrement, c'est très très cool et d'un regard, en fait, c'est beaucoup plus visuel d'une certaine manière que. Attends, tu me l'as envoyé où ? Il faut se connecter. Je sur mon autre ordi, je m'y connecte de temps en temps. Je peux te l'envoyer sur WhatsApp si tu veux. Allez, alors. Voilà. Je crois que j'ai un compte en plus, donc je peux y aller. Si jamais, je peux montrer au pire des cas. Alors, ouais, il faut juste que je regarde si j'ai mon code disponible. Alors, écoute, il se passe des folies, tout simplement, on peut le dire, sur les altcoins en général. Donc, c'est pas des gros coins à chaque fois. Donc, non, j'ai pas mon. Je peux peut-être montrer rapidement. Vas-y, tu peux montrer. Hop, je switch sur mon écran. Voilà. Mais ouais, ce qui est plutôt cool en fait, je sais pas si vous voyez bien sur le stream, parce qu'en fait il y a beaucoup de données qui sont affichées. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. En fait, ce qui est assez cool, c'est que on peut voir les fundings. Ici, vous avez ce que vous regardez. Donc, si vous voulez regarder les grosses capitalisations, les gagnants ou les perdants. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde les top gagnants ou les top perdants, c'est souvent là où en fait on a des fundings qui sont extrêmes. Donc, quand le funding est foncé et qui tend vers le violet, c'est-à-dire qu'il est extrêmement négatif. Là, on voit qu'à l'année, on est payé 72% à être long sur STMX. Alors, ça ne dure pas tout le temps, comme vous le voyez. On est payé ce genre de funding depuis le 19 septembre, donc à savoir aujourd'hui à 7h du matin, mais le funding n'est pas constant, quoi. C'est-à-dire qu'à un instant T, on peut être énormément payé, mais la plupart des exchanges ne vous payent pas le funding toutes les heures, ils vous le payent tous les 8 heures. Ou ce genre d'intervalle. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ici, on a les top gagnants et les top perdants, et c'est souvent là où on voit des fundings qui sont extrêmes. Là, ça me permet de voir que Yearn Finance, donc YFI, est à moins 13%, donc on est payé à long. Et Wild, pareil, on est payé à long, mais souvent, quand on est payé à long, c'est que c'est un actif qui est assez baissier. Ou que c'est un mouvement euphorique à la hausse. Donc voilà, et puis derrière, on a les changements d'open interest. On voit que sur les grosses caps, il y a une grosse baisse de l'open interest sur le Shiba, et là, une grosse augmentation aussi sur les XRP. Et tout ça, je vous le montre sur une time frame de 1 jour, mais je peux regarder en weekly. Et en weekly, ici en haut, on voit que l'open interest a augmenté de 17% cette semaine, voire 18%. Enfin, que le prix a augmenté de 18% sur le Atom, et que l'open interest du Link a augmenté de 31%, ce qui est absolument énorme. Et puis derrière, vous avez l'open interest qui est normalisé avec le CVD, donc c'est aussi assez utile. Ici, vous avez les top performers en fonction des pourcentages. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez un peu comme sur Coinalyze, donc vous avez les mêmes outils, et surtout vous avez un graphe pareil avec l'agrégation du funding, de l'open interest, des liquidations, etc. Donc c'est vraiment très utile. Je vais peut-être repasser sur ton écran parce que tu voulais peut-être montrer ça sur Coinalyze. Ouais, vu que j'utilise régulièrement. Bien sûr, j'utilisais aussi énormément Coinalyze. En plus, je l'ai sur l'autre ordi et tout, mais là, le temps d'aller chercher mon mot de passe et tout, je pense qu'on pourrait y passer la nuit. Mais ouais, en effet, il est très cool ce site. Je l'utilise de plus en plus et je trouve que ouais, c'est super intéressant. Donc en gros, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit des coins, voilà, des espèces de coins qui sont quand même considérés comme des petites capitalisations exploser. Donc par exemple, un des premiers à mettre en place ce genre de comportement, c'était le Bluzel.
Il faut savoir que Bluzel, il est en train de trader avec une volatilité de malade, alors que vraiment le reste était complètement mort. Donc Ce qui on a attiré voit, tout le volume. voilà, il y a un moment donné, il y avait même des jours où il y avait plus de trading sur Bluzel, sur Bybit que sur Ethereum, par exemple. Parce que littéralement, c'était le seul coin qui bougeait. Donc en fait, ici, on voit l'open interest qui explose littéralement et le coin qui explose avec. Donc en gros, une des théories, ou en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment de la vraie manipulation. C'est pas genre, voilà, bon, quand on est énervé, on dit voilà, c'est manipulé. Non, je pense qu'il y a vraiment un délire de manipulation derrière, à savoir qu'en fait, en gros, avec un capital conséquent, on peut acheter, ou en tout cas la théorie, c'est qu'on achète des coins, ou la personne ou les personnes en question achètent des coins en grosse quantité en spot, et en fait arrivent à obtenir, on va dire, une quantité assez importante pour derrière faire monter aussi le prix des dérivés en même temps. Et après, évidemment, tu as l'effet boule de neige des gens qui arrivent, qui essayent de shorter, etc. etc. Donc ça fait que derrière, en plus, finalement, ceux qui ont du spot sont payés Se allègrement. régale. Voilà, sont payés aussi allègrement, hein, avec les fundings, etc. Donc en fait, je pense que tous ces éléments cumulés, voilà, ça fait que derrière, en fait, ça s'est un peu enchaîné d'un coin à l'autre, etc. Et que derrière, donc il y a de l'argent à faire dessus. Franchement, j'ai pris des beaux trades, mais je me suis bien fait éclater aussi. Parce que Tu finalement, trades par rapport au prix ou par rapport au funding, ou est-ce que le funding c'est juste une considération dans les trades que tu prends par rapport au prix? Comment tu agis exactement? alors, je pense que le funding, il faut le voir comme, voilà, comme se dire, ok, maintenant, c'est maintenant qu'on est à moins 2% qu'il y a la plus grosse disparité entre le prix spot et le prix perpétuel. Et donc, c'est maintenant en fait que globalement, en fait, il va y avoir le plus de spéculation pour essayer de réguler les prix pour qu'il y ait le moins d'écart possible. Parce que aussi dans quelques heures, là, j'imagine, on peut gagner 2%. Alors généralement, l'effet qui se passe, c'est juste après le reversement des fundings, mais vraiment à la seconde, on a le prix qui descend très 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 fort. Donc ça, c'est justement pour un petit peu abîmer tous ceux qui étaient dans le prix juste pour le funding. Donc c'est un truc ultra sportif. Où vraiment on peut se faire avoir aussi bêtement, parce que par exemple Faut monitorer énormément parce que voilà, dans il tous les faut cas, le funding il monitorer, affecte tes voilà, positions, quoi. exactement. Le funding, il appelle tes positions. Donc évidemment, si un funding négatif et que tu long, tu es quand même payé 2%. Mais derrière, évidemment, tu peux te faire stopper très rapidement. Ton stop loss, voilà, peut être facilement attrapé. Il faut savoir que, par exemple, si tu règles ton stop loss en fonction de ton prix, du mark price, à savoir que le mark price, c'est plus souvent ce qui fait référence au Sur le spot, prix. tu veux dire? Voilà, c'est ça, ouais, au prix spot. Et les liquidations aussi, par exemple, hein, sont basées sur le prix repère. Donc, derrière le mark price, si à un moment donné, il y a un énorme écart, etc., c'est lui qui va servir à faire les calculs sur son PNL. Donc, ça peut fausser énormément, finalement, le gain qu'on pense avoir. C'est pour inciter les produits dérivés à s'aligner sur le spot. Voilà, c'est ça. En fait, l'invention où, en gros, c'était un des mecs qui l'a popularisé, c'était BitMEX, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est ce qui permet derrière d'avoir voilà, un prix le plus proche possible du prix spot, en fait. Et donc, forcément, quand il y a des fundings importants, ou le fait d'avoir ces fundings-là en question, ça permet d'avoir un prix plutôt stable, ou en tout cas qui s'éloigne pas trop du prix spot. Donc en fait, là, par exemple, ce qu'ils font, ce qui est assez nouveau, par exemple, Bybit, etc., c'est que ils font plus, par exemple, de funding tous les 8 heures. À un moment donné, sur le Bluzel, on passait sur toutes les 4 heures, etc., etc. Donc, honnêtement, je me suis amusé pas mal de fois, j'ai fait quelques sous, j'ai perdu aussi. Et donc derrière, j'ai quand même décidé de rester un petit peu à l'écart de ce genre de coin. Parce que derrière, finalement, je gagnais
peu par rapport à ce que je perdais. Donc, voilà, par quelques petits coups bien placés, j'ai pas gagné énormément. Donc, j'ai préféré les laisser de côté. Après, honnêtement, on peut s'adapter, etc. Il y a du scalping à faire et tout. Mm. Mais c'est rapide, quoi. Moi, ce C'est que je pas... recommanderais, en tout cas ce que je fais, alors j'ai pas trop tradé ces coins derrière, parce que globalement, j'ai pris un peu de recul avec le marché en faisant d'autres choses dans ma vie. Mais moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est que quand vous voyez un actif avec un funding extrêmement négatif et que vous le regardez froidement et que vous voyez un setup long qui vous intéresse, euh, vous êtes récompensé à le prendre. Donc si la plupart du temps, vous avez un setup qui vous paye dans 70% des cas et que là, vous l'avez, bah en fait, vous avez un avantage supplémentaire à d'habitude parce que vous êtes payé. Alors, on vous paye pas 3 fois votre trade, hein, mais vous êtes payé passivement par le funding. Donc, l'idée, c'est de trouver des actions de prix, des mouvements de prix qui font sens par rapport à vos setups habituels et d'avoir le funding de votre côté, d'une certaine manière. Alors après, il y a des stratégies d'arbitrage, de funding, etc. Le problème, c'est que le funding, il est pas comme sur FTX, où sur FTX, le funding, il était toutes les heures. Là, c'est toutes les 4 heures ou tous les 8 heures, comme tu l'expliquais. Donc, c'est difficile d'avoir des stratégies de funding parce que souvent, ça bouge énormément. Et même si tu as un funding qui est, je sais pas, ultra négatif ou ultra positif à un certain moment, en général, le funding, il se calme un petit peu au moment de la clôture parce que, voilà, le marché, il est en mode, bon, vas-y, les gars, on arrête de déconner, on se rapproche et voilà, quoi. Parce qu'au final, si le funding est extrêmement négatif, et que le funding est sur le point d'être payé, il y a une énorme incitation pour les gens sur les dérivés à acheter cet actif pour toucher le funding. Mais si tout le monde fait ça, bah forcément le prix des dérivés augmente et se rapproche du spot dans le cas où le funding est extrêmement négatif. Donc c'est évidemment quelque chose à prendre en compte et cet intervalle de temps il est hyper important. Si vous le comprenez pas, n'essayez pas de toucher à ces choses-là, quoi. On a un article complet sur le funding si vous tapez funding crypto, un truc comme ça sur Google, vous devriez trouver l'article de Coin Academy à ce sujet-là. Mais ouais, hyper clé de le comprendre. Ne touchez pas à quelque chose que vous ne comprenez pas et essayez au moins de le comprendre. Peut-être que ça peut être justement une raison de se renseigner. 100%, c'est pas un truc des ouais. débutants, ça 100%, quoi, ça c'est clair. Faut faire vraiment gaffe avec ça. Est-ce qu'on n'irait pas peut-être clôturer sur les options et les contrats-moves, qui est donc Allez. un sujet que je trade moins. Est-ce que tu peux peut-être expliquer très concrètement qu'est-ce que les options et comment tu l'utilises et en quoi les contrats-moves sont une conséquence en soi des options, ou à quel point on peut avoir des contrats-moves via des options? Alors, donc déjà, globalement, hein, concrètement, en fait, il faut savoir que, les contrats Move, en fait, c'est des contrats qui sont, des contrats composés par l'exchange, mais qui, en fait, sont, une combinaison de, 2 options ensemble. En fait, ces contrats Move, en fait, c'est pour vous simplifier la tâche, à vous éviter, de prendre, voilà, plusieurs options. Donc en fait, ces contrats, du coup, ils sont proposés, je crois qu'il y a un des seuls exchanges qui propose ces contrats, c'est Delta. Parce que les autres FTX les proposaient, Ouais, tout à fait, tout à fait. mais je crois pas qu'il y Non, en ait bah, d'autres non, qui en franchement, proposent de manière active et je trouve ça assez décevant, honnêtement. ouais. Ouais, bah, écoute, c'est clair, de toute façon, je pense qu'il y a énormément de place, en market, sur le marché des options. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché des options est ultra répandu dans les marchés traditionnels et pourtant, en crypto, c'est encore, voilà, c'est encore très peu utilisé et derrière, en fait, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il faut savoir quand même que ça permet, pas mal de choses que, finalement, ne permettent pas le trading traditionnel et notamment, par exemple, Hem, il y a plein de stratégies options qui permettent voilà, de gagner de l'argent sur les ranges, qui permettent de gagner de l'argent sur l'excès de volatilité. Enfin voilà, plein de choses Comment finalement toi qui tu t'y prends, par exemple? alors en fait, faut savoir que, il y a 2 enfin en gros en prenant des options, on a 4 choix. Si on compare par exemple avec le trading classique, on a 2 choix. On vend, ou on achète. Globalement, c'est ça.
Donc en option, on a beaucoup plus de possibilités derrière en capitalisant sur 4 choix. C'est-à-dire qu'on a les puts, les calls, et derrière on a les achats et les ventes sur chacun de ces 2 éléments. Donc en gros, on a 4 possibilités, alors que par exemple, en trading classique, on en a uniquement 2. Parce que déjà, voilà, ça parle plus. Donc en fait, finalement, ces 4 choix, on va dire, une autre différence qu'on pourrait donner avec un trading classique, c'est que si on le souhaitait, on pouvait prendre une position avec les 4 choix à la fois. C'est-à-dire qu'on pourrait à la fois long un call, à la fois short un call, à la fois long un put et à la fois short un put. Donc, Ce normalement, que, ouais, ce que tu dis-moi. veux dire, peut-être pour traduire simplement, c'est que on peut à la fois parier à la hausse et parier à la baisse par rapport à un prix qui est supérieur actuellement ou inférieur actuellement. Alors, pas que, en fait. C'est-à-dire que logiquement, en fait, maintenant, par exemple, il y a des exchanges qui proposent le hedge mode. Donc, on peut à la fois long et short. Avant, ce n'était pas forcément possible. Mais en gros, globalement, quand tu es acheteur, tu ne vends pas. Alors qu'en fait, quand tu es en option, tu peux te permettre en fait, d'avoir plein de jambes différentes. Et donc, en fait, tu peux te permettre de miser, comme tu dis, soit à la fois sur une baisse et sur une hausse quand tu sais pas trop dans quel sens ça va aller. Tu peux miser uniquement sur la volatilité, tu peux miser uniquement sur la réduction de la volatilité. Tu peux voilà, vendre la volatilité, enfin bref, Mais tu peux. Ouais. pour expliquer les options, désolé de te couper, Mmh. l'idée c'est que globalement on puisse dire je sais pas, à cette date, je pense que le prix est supérieur ou inférieur à actuellement, et donc en prenant ça en compte, j'aimerais acheter, je sais pas, du Bitcoin à ce prix-là, peu importe ce qui se passe, jusqu'à cette date, quoi. Donc, En par gros, exemple, je pourrais dire, ouais. par exemple, disons, je sais pas, il y a une option au 31 septembre. Ben, je peux dire, au 31 septembre, je vais être en capacité d'acheter du Bitcoin à 25 000 dollars ou d'en vendre à 30 000. En gros, pour simplifier au maximum le concept, si tu es acheteur et que tu mises sur une hausse, tu vas plutôt partir sur un call. Donc je sais pas si tu vois mon écran là? Ouais, ouais, ouais. Donc là, par exemple, j'ai choisi le 29 septembre, donc c'est dans pas longtemps. Actuellement, donc on a un prix du Bitcoin qui est à 27 000. En gros, en payant 700 dollars, on serait exposé à la valeur totale d'un Bitcoin. C'est-à-dire que si demain, le Bitcoin part à 30 000, mon gain, il s'élèverait pour À faire 3000. voilà, à 3 000 moins le prix payé. Donc, en gros, à 2300. Donc, en fait, finalement, ça permet, les options permettent de pouvoir spéculer et d'obtenir finalement voilà, la valeur d'un Bitcoin sur un temps limité. Et derrière, ça permet par exemple, de risquer, dans ce cas précis, par exemple, 700 dollars. Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas perdre plus de 700 dollars. Donc, derrière, ça veut dire qu'en fait, avec un capital restreint, enfin, on va dire en mettant moins d'argent, on peut du coup être exposé à une valeur beaucoup plus importante. Donc, c'est ce qui fait que derrière, ces genres de. Sans risque de euh, liquidation ou de chasse voilà, au stop. parce qu'en fait, voilà, dans ce cas-là, non, il n'y a pas de risque de liquidation parce que quand tu es acheteur, tu dois mettre ton propre argent. Donc finalement, quoi qu'il arrive, tu ne perds pas plus que ton achat. C'est-à-dire si tu as mis, par exemple, tu n'as pas voulu spéculer sur la totalité d'un Bitcoin parce que tu n'as pas 700, mais que tu as voulu uniquement acheter 0,5 Bitcoin, 0,5, dans ces cas-là, tu aurais mis à peu près 350 pour faire à peu près, voilà, à peu près clair. Eh bien, dans ces cas-là, si le Bitcoin expire en dessous des 27 ou à 27, eh bien, dans ces cas-là, tu perdrais tes 350. Tu as besoin finalement que le prix évolue pour pouvoir pour faire en sorte que ton option soit rentable. Donc, en gros, il faut savoir qu'être acheteur, généralement, est statistiquement moins avantageux qu'être vendeur.
Ok. Donc, par exemple, c'est pour ça que tu parlais des contrats Move. En fait, les contrats Move, c'est des contrats qui t'exposent à la fois sur un achat call et sur un achat put. C'est comme si actuellement, quand tu prends un Move, en gros, c'est comme si tu achetais à la fois un call et à la fois un put. Donc, si par exemple, là, j'achetais les 27 000 à 650 ou ouais, à 700 dollars d'un côté et j'ai acheté le put à 550 de l'autre côté, eh bien, c'est comme si j'avais acheté un move, en fait. Ok. Sauf que plutôt que de spéculer sur le contrat qui m'est proposé par Delta, c'est moi-même qui ai composé cette position. Donc, pour que je sois gagnant, dans ce cas précis, il faut savoir que je dois rembourser le prix payé. C'est-à-dire que au total, j'ai mis dans ce trade-là, j'aurais mis à peu près 1500, non 1200, 1350 pour faire bref. Donc, il faut que le prix, il évolue assez pour que je puisse rembourser le montant que j'ai payé dans l'option, plus finalement le rendement suite à l'évolution du prix. Donc, Donc ce que c'est-à-dire tu que dis, mmh. c'est que si on achète un contrat Move, en soi, derrière l'exchange, achète, achète des options, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu achètes le contrat Move, il a déjà payé le montant. C'est-à-dire que le montant que tu vois affiché, voilà, c'est la valeur du contrat. Donc, euh, tu dois pouvoir, on va dire, excéder cette valeur de contrat à la hausse ou à la baisse pour pouvoir être rentable. Donc, en fait, c'est pour ça que les contrats Move, il n'y a que très, très bien placés, au bon moment, opportun, et que toutes les cartes soient en main pour que ça soit extrêmement rentable. Mais Pour, sinon, dans pour la expliquer majorité. peut-être Ouais, les ouais. contrats Move aussi, parce que je pense que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mhm. En fait, le contrat Move, il te permet en soi de spéculer sur la différence de prix entre deux dates. Donc, par exemple, si, je sais pas, le 1er septembre, le Bitcoin est à 20 000 dollars, et que au 31 septembre, je sais pas, ou à la fin de la semaine de la première semaine de septembre, donc le 7 septembre, et que j'achetais un contrat weekly, le Bitcoin clôture à 25 000 dollars, ça veut dire qu'il y a eu 5 000 dollars de différence entre le moment où j'ai acheté les contrats et le moment où le contrat a expiré. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le prix du contrat, ça va être 5 000. Mais si Bitcoin était passé de 20 000 à 15 000, la valeur du contrat serait aussi de 5 000 parce que la différence est de 5 000 en fait entre les deux. Du coup, ça vous permet en fait de spéculer sur la volatilité sans spéculer sur le sens. Vous spéculez juste sur le fait que le prix va bouger drastiquement, typiquement. Tout à fait. Donc là, par exemple, dans ce cas précis, on a un contrat Move qui va expirer dans 2 jours et 17 heures, donc à peu près 3 jours. Actuellement, il coûte à peu près 875 dollars. Et ici, on a un prix repère qui est très important, à savoir ici les 26 500. Donc, en gros, pour faire simple, actuellement, si vous prenez le prix actuel du Bitcoin, on est à peu près à 27 200, je crois, et quelques. C'est 27 130, ouais. Ouais, voilà, 130. Et finalement, vous faites 27 130 moins. Et c'est 630, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, moins 26 500. Et vous avez à peu près la volatilité qui est pricée. Donc, normalement, voilà, C'est-à-dire que le marché pense qu'on va bouger plus que ça et que le marché est probablement haussier parce que la différence entre les deux prix, elle est Non, positive. pas vraiment, pas vraiment. Ça veut Non? dire que pour l'instant, on a le prix repère qui est à 26 500 et qu'actuellement, on est coté à 27 150 et quelques. Donc, actuellement, c'est pour ça que le contrat vaut 800. Mais Ouais, mais si le par contrat, exemple. il devrait valoir moins que ça, non? Non, parce qu'en fait, il y a aussi le temps, enfin, il y a d'autres métriques, hein, enfin, qu'on appelle les grecs, mais ça, on va pas compliquer les choses. Mais en gros, il y a la valeur temps, etc. Donc là, pour pouvoir finalement faire en sorte que ce contrat s'apprécie, donc là on est à 850 le contrat, il faudrait que le prix s'éloigne des 26 500. Donc plus on s'écarte des 26 500, plus ce contrat va être Aura de la valorisé. valeur. Voilà. Mhm. Si on se rapproche des 26 500, là dans ces cas-là, ce contrat diminuera en valeur. Et Donc ça, c'est important de le comprendre. si donc dans 2 jours et 17 heures, le prix du Bitcoin est à 30 000,
C'est-à-dire qu'il y aura 3500 de différence entre l'ouverture et la fin du contrat. Et donc, si j'ai acheté un contrat, il expirera à une valeur de 3500. Moins le prix que tu as payé. Donc, si tu l'as acheté aujourd'hui à 860, tu dois soustraire quand même les 860 ou les 820 au prix final. Ok, d'accord, ok, clair. Donc voilà, globalement c'est ça. Mais voilà, il faut savoir, statistiquement parlant, en achetant un move, on est quand même plus de chances que ça, le prix stagne en fait. En fait, c'est très simple, hein, c'est que malheureusement, le prix a souvent tendance à stagner. Et donc finalement, ce contrat, dans la majorité des cas, hein, évidemment, dans certains cas, il explose et c'est là où ça devient intéressant. Mais dans la majorité des cas, il a tendance à expirer. Et derrière, on voit que la volatilité se restreint et donc il commence à perdre en valeur. Donc, Parce que plus on se rapproche de la date butoir, moins il y a de chances que le prix bouge drastiquement. Voilà, c'est ça. Et derrière, il y a une valeur temps ici qui est comptabilisée dans ce prix-là. Et derrière, plus les jours passent, plus cette valeur temps, elle s'efface. Donc déjà, c'est pour ça qu'actuellement, c'est un peu plus cher que la différence, tu vois, parce qu'il y a d'autres métriques qui comptabilisent. Mais concrètement, par exemple, si dans 2 jours et 5 heures, donc juste avant que le contrat expire, on est toujours au même prix actuellement, il y a 630, 640 de différence, le contrat, il aura tendance à se rapprocher d'une valeur de 630, 640. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais si tu l'as acheté aujourd'hui, par exemple, il y a de fortes chances que même Que si tu on est perdes de au l'argent si on voilà, bouge pas, quoi. voilà, c'est ça. C'est que même si on est au même niveau de prix, il y a de fortes chances que le contrat vale beaucoup moins cher. Et peut-être que je peux l'illustrer graphiquement pour que les gens comprennent. Donc, tac, je vais essayer de montrer ça. Donc, en fait, si tu as, je sais pas, un Bitcoin à 40 000, ok, ça c'est le temps, ça c'est le moment où le contrat il s'ouvre, et ça c'est le moment où le contrat il se termine. En fait, tu vas voir le prix qui va bouger entre les deux, et en fait, la différence entre les deux, c'est la valeur du contrat. Donc, ça, ce sera la valeur du contrat s'il est positif, et si on a une différence qui est la même au sud, il aura aussi la même valeur. Donc en gros, ce sur quoi vous spéculez, c'est simplement que le prix, en règle générale, prenne une direction si jamais vous en achetez. Et si jamais vous vous en vendez, vous avez, votre objectif, c'est que qu'on se en fait, rapproche on se rapproche en fait du prix auquel il a été ouvert. Donc si le prix concrètement à la fin du contrat, donc au moment où il s'expire, il est au même prix qu'il a été ouvert, en gros le contrat il vaut 0. Quoi. Tout à fait. Donc, statistiquement parlant, tu as souvent plus de chances que le contrat se retrouve pas à 0, mais à une très faible valeur, plutôt qu'il augmente, en fait. Et donc, ça, c'est, si, quand tu as un prix, par exemple, qui bouge très très peu et donc tu as une énorme stagnation, et donc, concrètement, le contrat, il commence là et qui clôture là, en fait, en général, le contrat, au fur et à mesure du temps, même s'il y a une légère différence, il va tendre à se rapprocher, quoi. Donc, historiquement, en général, il tend vers 0, à part quand tu as une direction qui est claire. Donc, par exemple, ici, je sais pas, on décolle d'un coup et il expire genre là. Et à ce moment-là, en fait, ce qui sera passé, c'est que le contrat, il aura globalement pas pris trop de valeur. Et puis d'un coup, il aura explosé de valeur parce qu'à ce moment-là, il y aura un gros delta de différence entre le moment où le contrat a été créé et le moment où le contrat expire, quoi. Donc, je sais pas si c'est clair, mais c'est assez utile. Et moi, je l'ai utilisé à un moment précis récemment. Je l'ai utilisé à ce moment-là. Pourquoi je l'ai utilisé à ce moment-là? Donc, c'était entre le 26 juillet et le 15 août. Je crois que j'ai même fait ici, parce que on avait une volatilité qui était quasiment inexistante. Si je regarde le B-vol 24 heures, qui est concrètement la volatilité 24 heures du Bitcoin, on voit que c'était là. On voit qu'on n'avait quasiment jamais atteint un niveau aussi faible avec une volatilité autour de 0,3% par jour sur Bitcoin. Donc quand on atteint des niveaux de volatilité qui sont aussi faibles, je pense que c'est pas totalement débile
de justement acheter un de ces contrats quand ça fait du sens, en sachant évidemment ce que vous faites. Donc il faut bien comprendre toutes les mécaniques derrière et vous renseigner. Et puis de même, quand on a des jours à 15, 20, 30%, la probabilité que la volatilité continue d'augmenter est assez faible. Et donc c'est aussi à ces moments-là où on peut peut-être essayer de shorter la volatilité en shortant ces contrats move d'une certaine manière. Donc ouais. Par exemple, typiquement, je sais pas, le prix il pump d'un coup. Bah là, le contrat, il aura sûrement pris beaucoup de valeur si le contrat a été ouvert avant le pump. Mais lorsque vous êtes ici et qu'on a fait plus 20 ou plus 30%, la probabilité que le truc continue à faire plus 20 ou plus 30%, c'est évidemment possible. Mais en général, on a des consolidations et on stagne. Et à ce moment-là, la probabilité que le contrat que vous vendez ici vous fasse gagner de l'argent, elle est assez élevée, quoi. Donc voilà, après, je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais c'est comme ça que moi je l'ai utilisé historiquement. Comme tu dis, on a plus de chances de gagner en shortant ces contrats la plupart du temps qu'en les longuant, mais dans des cas extrêmes où on a très très peu de volatilité, moi c'est des moments où personnellement j'ai essayé de m'y exposer de manière acheteuse, quoi. C'est clair, on peut, bien timer, ouais, ça peut être une grosse opportunité. J'en ai déjà eu qui ont explosé, hein, littéralement, hein, vraiment, c'était assez incroyable. Mais maintenant qu'on est en range, et cetera, c'est quand même, voilà, il faut être, si on espère l'acheter tous les jours et que ça marche, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de métrique dans sa stratégie pour pouvoir gagner dessus, quoi. Ça, c'est sûr. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez acheter un contrat qui expire à une date lointaine, plus vous allez payer une sorte de premium. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, le prix, il est de 20 $, et vous pariez sur le fait que, je sais pas, donc imaginons le prix, le contrat s'ouvre et il expire, on sait qu'il expire, je sais pas, dans 1 an. Ça n'arrive presque jamais, mais voilà. Même si le contrat il a ouvert à 20 000 et que le prix il est à 20 000, le contrat il aura pas une valeur de 0 ou proche de 0, tout simplement parce qu'il y a énormément de laps de temps pour que ça bouge en fait. Donc en fait, vu qu'il reste énormément de temps, la probabilité qu'il y ait de la volatilité dans tout ce temps-là, il est assez élevé. Par contre, plus on s'en rapproche, plus la probabilité que la volatilité et la valeur du contrat soient extrêmement différentes est faible. Et donc c'est à ce moment-là où en fait le contrat en général il dump, quoi. Tout à fait. Donc, en fait, pour ces contrats-là, le timing est extrêmement important parce que c'est grâce à ça qu'il est valorisé. Il est valorisé avec une base de prix et donc de différence de prix entre le moment où le contrat est ouvert et l'instant T, mais il est aussi valorisé par rapport au temps qui reste avant son expiration et donc le temps potentiel sur lequel on peut avoir des gros mouvements de prix et donc le temps sur lequel la valeur du contrat pourrait drastiquement changer. Mais c'est comme un peu un match de foot et les cotes d'un match de foot. Plus on arrive près de la 90e minute, moins les probabilités plus les probabilités qu'il y a un but sont faibles en fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'en général les cotes de l'équipe qui gagne, elles baissent drastiquement parce qu'il y a moins de temps pour que l'équipe qui perd actuellement gagne. Donc Ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, voyez-le plus comme tu arrives ça. vers la fin, voilà, plus c'est chaud de gagner et donc plus moins tu as de chances de gagner, quoi. Et d'avoir de l'imprévu. Tout à Donc, fait. euh, donc voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on aura fait un bon tour. J'espère que ça aura intéressé les gens qui nous ont regardés. J'espère que vous avez passé un bon moment, les potes. J'ai vu que dans mon chat, il y avait peu de messages. Je pense que tout le monde essaye un petit peu de digérer tout ce qui se dit, etc. Notamment parce qu'il y a pas mal de nouvelles notions et aussi parce que je pense que vous essayez de profiter d'une certaine manière de tout ça. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à faire ça avec toi. Ouais, Franchement, de même, ça fait 100%. plaisir, ça change vraiment. Et puis, avoir quelqu'un qui fait la même chose et qui échange avec soi pour un petit peu discuter de tout ça, c'est plutôt rare. Donc, très content d'avoir fait ça avec toi. Est-ce De que tu même. as peut-être un mot de la fin, quelque chose à partager avant qu'on se laisse? Alors, mot de la fin, voilà, continuez vraiment à taffer, ça paie, ça paiera.
Et voilà, et toujours se rappeler finalement qu'on a toujours des nouvelles choses à apprendre, voilà, que le marché change, qu'il faut voilà, passer énormément de temps sur se remettre en question. Voilà, jamais penser qu'on a acquis quoi que ce soit. Voilà, ça c'est petit mot motivation de la fin. C'est parce que c'est important, je pense, hein, de toujours penser comme ça. Ok, bah écoute, merci encore pour tout ça. Je vais essayer de mettre en ligne une rediff. J'espère que je serai en capacité de le faire et de faire un truc propre parce qu'il y a eu quelques bugs de son au tout début. Ouais, Donc j'essaierai malheureusement, là, heureusement que ça s'est de... repris à la fin, j'espère, mais ouais, ça me rend dingue. C'est le genre de truc, je perds complètement le contrôle. Bah surtout qu'il y a eu aucun souci après, donc Ouais, franchement, donc des fois c'est heureusement, des inconnus comme heureusement. ça, Ouais, mais ouais, heureusement. Ok, ouais. bah écoute, merci encore pour ton temps et on se retrouve très vite. C'était Picsou, Ciao, c'était ciao. Captain.